Bonjour et bonsoir, chers amis qui me suivez sur 5 sur 5 Médias. Moi, c'est Mac Lushimba. Je reviens encore pour partager l'information que je venais de découvrir cet après-midi. C'est un article qu'on a publié dans le journal The New York Times de ce samedi 17 décembre 2016. Ça parle de ce qui est en train d'arriver en République démocratique du Congo, spécialement du comportement de Joseph Kabila. En lisant cet article, j'ai découvert certaines histoires qui font que Joseph Kabila ne veut pas abandonner le pouvoir. Donc, ce qui crée ce comportement un peu bizarre qu'il a affiché, ou bien qu'il a commencé à afficher depuis un certain temps, et qui a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Et selon la conclusion du journal, si quelque chose n'est pas fait, alors la crise continuera pour beaucoup de mois et beaucoup d'années même. L'article est en anglais, mais je me suis débrouillé quand même pour faire la traduction. Le titre original nous dit Congo's leader trapped in labyrinth of his own making, c'est-à-dire le leader ou bien le dirigeant du Congo est coincé dans le labyrinthe qu'il s'est fabriqué lui-même. J'ai essayé de lire et de faire de mon mieux pour essayer un peu de traduire ça. Et je vais vous lire la traduction française que j'ai faite. Alors, on parle de Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila est coincé dans son propre piège. Cet article a été écrit par M. Jeffrey Gettleman. Qu'est-ce qu'il a dit? Kinshasa, République démocratique du Congo, dans un manoir le long du fleuve Congo, avec une collection de montres chères, de motos chères, un chimpanzé dans une cage, Joseph Kabila, le président de ce vaste et troublé pays, devrait normalement faire ses bagages. Au lieu de cela, Joseph est en train de méditer sur ce qu'il va faire. Son second mandat finit dans quelques jours. La Constitution lui interdit de postuler pour un troisième. Des millions de personnes menacent de se mobiliser contre lui et toujours M. Kabila ne montre aucun signe de départ. La République démocratique du Congo est déjà l'une des nations les plus pauvres et les plus volatiles du monde. D'innombrables jeunes sont sans travail et les forces de sécurité sont brutales et mal contrôlées. Ajoutez à cela des dizaines de groupes armés opérant dans l'arrière-pays. Beaucoup de gens ici sont terrifiés que si M. Kabila s'accroche au pouvoir à tout prix, comme certains de ses homologues à travers l'Afrique l'ont récemment fait, le Congo pourrait exploser. Mais le paradoxe, c'est que M. Kabila peut ne pas vouloir surtout rester au pouvoir. Au lieu de cela, disent les anciens confidents, il refuse d'abandonner pour une simple raison, c'est qu'il a peur. Pour sa famille, pour sa sécurité et, non négligeable, pour sa richesse. Il n'a pas de plan de sortie, a déclaré Martin Fayoulou, un politicien de l'opposition. C'est un vieux problème avec une nouvelle tournure. Selon les enquêtes légistes, les cadres de l'exploitation minière et les fonctionnaires dans son propre gouvernement, M. Kabila a pillé des millions de dollars en actifs publics.
Des documents récents partagés avec The New York Times, dont l'authenticité a été vérifiée par des responsables congolais actuels et anciens, révèlent une série de transferts bancaires suspects, totalisant 95,7 millions de dollars. Des ventes douteuses des droits d'exploitation qui ont généré des millions de plus et des programmes de blanchiment d'argent exécutés par un cadre bancaire largement décrit comme le frère adoptif de M. Kabila. Et il y a ici un sous-titre qui dit le labyrinthe de sa propre fabrication. Alors vous allez comprendre, Kabila se croyait malin. Donc il voulait créer un système très compliqué pour voler et cacher l'argent. Mais malheureusement, il s'est empêtré lui-même dans ce système-là. L'article continue et dit les dirigeants autoritaires étaient capables de voler impunément. Mais aujourd'hui, un whistleblower, c'est-à-dire un lanceur d'alerte, avec un iPhone à la main, peut être un ennemi dangereux pour n'importe quel président au monde. Il y a les documents appelés Panama Papers, il y a aussi Wikileaks, qui sont devenus des endroits inconfortables pour un président qui veut se faire autocrate. Dans un sens, M. Kabila est pris au piège. Comme Jason Stern, l'auteur d'un livre bien considéré sur la politique congolaise, a déclaré, il est dans un labyrinthe de sa propre fabrication. Alors, l'auteur veut nous prouver, nous montrer comment Kabila est coincé. Mais il ne se laisse pas faire. L'auteur nous dit, coincé, il commence à attaquer. Et il continue l'article en disant, les forces de M. Kabila et leurs partisans ont arrêté des journalistes, emprisonné des politiciens de l'opposition, incendié le quartier général de l'opposition et assassiné un prêtre catholique qui a organisé des ateliers sur la Constitution et les limites d'une présidence à 2 mandats. Des dizaines de manifestants anti-Kabila ont déjà été abattus, faisant plus de victimes contre M. Kabila chaque jour. Les dirigeants de l'opposition menacent maintenant d'inonder les rues avec des millions de manifestants mardi, le jour où M. Kabila est supposé être hors du bureau. En voyant le chaos à l'horizon, de hauts responsables occidentaux ont fait la navette dans et hors de la capitale, Kinshasa, en essayant d'extraire M. Kabila de sa résidence riveraine, où il vit sous une lourde garde. Cette année, le secrétaire d'État John Kerry et d'autres hauts fonctionnaires américains ont rencontré M. Kabila à plusieurs reprises. Mais plusieurs personnes qui connaissent bien le président ont dit que M. Kabila était de plus en plus isolé, capricieux et moins social. Ils ont dit qu'il garde des heures irrégulières. Il est devenu irritable avec ses membres du personnel et reste tard la nuit pour jouer aux jeux vidéo Sony PlayStation 4, donc Sony PlayStation 4, ou bien courir avec ses motos fantaisistes de haut en bas, c'est-à-dire en faisant des tours dans les boulevards sombres de Kinshasa pour souffler de la vapeur. Comme M. Kabila joue pour le temps, les informations sur la corruption continuent aussi à être diffusées à partir de nombreuses directions. En septembre, un fonds de couverture américain nommé Ochzif Capital Management Group a admis
dans un accord de plaidoyer fédéral, a participé à un régime de corruption impliquant des affaires minières et des hauts fonctionnaires congolais. Les fonctionnaires n'ont pas été nommés dans l'accord de plaidoyer, mais plusieurs analystes ont dit que l'information publiée par le ministère de la Justice américain faisait clairement mention d'un conseiller qui était extrêmement proche de M. Kabila, probablement l'un des seuls hommes de confiance de M. Kabila, peu avant sa mort dans un accident d'avion en 2012. Donc si vous comprenez, ça doit être M. Katumba Manke. Et l'article continue avec un sous-titre qui dit « Pas de plan de sortie ». D'autres enquêtes sont en cours et le gouvernement américain tente d'avertir délicatement M. Kabila que ses chances d'être poursuivi pour corruption seraient plus faibles s'il partait maintenant. Personne ne peut garantir qu'il n'y aurait aucune poursuite judiciaire. Mais dans le monde réel, il y a des priorités, a déclaré M. Tom Malinowski, un secrétaire d'État adjoint. Et il a continué disant « Je ne pense pas que l'un d'eux irait après l'ancien président du Congo qui a fait de la bonne chose. » Donc, il parle de poursuite. Pourtant, personne n'a mis au point un plan de sortie. Même les diplomates occidentaux chargés de faire appel à M. Kabila, lui demandant de ne pas précipiter son pays du haut d'une falaise, admettent qu'ils ne savent quoi offrir. Ainsi, comprenez que il y a eu trop de diplomates qui sont venus rendre visite à Kabila pour lui parler, donc essayer de le convaincre que s'il partait sans trop de gymnastique, sans trop de résistance, ça peut épargner le pays de la catastrophe d'abord, et puis ça peut aussi lui épargner certains problèmes, tels que des poursuites judiciaires pour le mal, beaucoup donc de mal qu'il a déjà fait contre le Congo démocratique et son peuple. Et l'article continue disant « M. Kabila est encore relativement jeune, il a 45 ans, et s'il est inquiet de garder sa richesse et d'éviter la prison après son départ, comment peut-on garantir cela? Tout ce qu'il a à faire est de regarder Charles Taylor, cet ancien président du Libéria, qui a accepté de quitter le bureau sous pression, sous une pression intense internationale, mais qui a été rapidement appréhendé, poursuivi et condamné à des décennies de prison. Alors on se pose une question. Et la sécurité de Kabila maintenant? M. Kabila s'est fait beaucoup d'ennemis en presque 16 ans en tant que chef d'un des États les plus violents du monde. Comme l'a dit un dirigeant de l'industrie minière qui était proche de M. Kabila, ce n'est pas comme si le gouvernement américain allait assigner à l'équipe SEAL 6 la garde à perpétuité, même s'il demande. Alors vous comprenez, ici on parle de la sécurité de Kabila. Donc, dans les affaires qu'ils sont en train de faire, c'est vrai, il y a des gardes qu'on lui donne même par certains pays, certains organismes, mais on nous dit que cette garde-là, ou bien toutes ces gardes-là, donc ce système-là ne peut pas durer à perpétuité. Parce que, vous savez, avec les Blancs, il y a un temps pour les affaires, et quand les affaires finissent, ils t'arrachent. Donc, tout ce qu'ils t'ont donné comme système de garde. Et le paragraphe suivant nous dit, M. Kabila n'est pas le type de votre... M. Kabila n'est pas le type d'un homme fort. Il conduisait un taxi en Tanzanie peu de temps avant d'être poussé au pouvoir.
Son père, un contrebandier devenu chef rebelle, ensuite devenu président, a été assassiné en 2001. La seule personne de haut conseiller pourrait s'entendre pour diriger le pays qui était au milieu de la guerre civile. Très confuse était le fils aîné, c'est-à-dire Joseph Kabila, quand il était âgé de 29 ans en ce temps-là. Contrairement à Isaias Afwerki, président de l'Érythrée depuis 23 ans, ou bien Yoweri Museveni d'Ouganda, qui dirige l'Ouganda depuis 30 ans, ou bien Robert Mugabe, qui a gouverné le Zimbabwe depuis son indépendance, c'est-à-dire maintenant 36 ans. Mais ce Kabila n'a jamais essayé de cultiver le culte de personnalité. Il est timide, doux et un auditeur attentif. Les confiants disent qu'il n'a jamais voulu être président et a essayé de refuser le travail. Ici, on nous parle maintenant d'un sous-sujet qui dit deux montres à la fois. Mais au fil des ans, des anciens aides et enquêteurs disent qu'il a amassé une fortune et a développé un goût pour les choses plus fines. Un ancien collègue a dit qu'il portait parfois 2 montres coûteuses en même temps, un Rolex et un Patek Philippe, donc une à chaque poignet. M. Kabila et sa famille possèdent un réseau de maisons et d'énormes fermes à travers le Congo, balayant de milliers d'acres. Ils ont développé, des analystes ont déclaré, les analystes et d'anciens aides, ils ont également dit que M. Kabila se sent plus en paix autour des animaux. Il est un éleveur avide de vaches et il a gardé une ménagerie de chimpanzés, un dik-dik, c'est-à-dire une petite antilope, des oiseaux de proie et des perroquets à sa maison dans la ville de Kinshasa. Un visiteur récent a dit qu'au moins un chimpanzé y vivait encore, hurlant dans une cage quand les invités arrivent. Mais ces jours, le stress de l'emploi semble dévorer M. Kabila petit à petit. Et il a perdu du poids. Les quelques fois où il a été repéré en public, il avait d'énormes poches sous les yeux. Donc, quand quelqu'un est fatigué, stressé, il y a une sorte de poche sous les yeux. Beaucoup plus de dénonciateurs, ou bien beaucoup plus d'accusateurs font leur apparition maintenant. Ce qui peut le rendre encore moins susceptible de quitter s'il croit qu'il peut mieux se protéger, lui et ses biens, en intimidant ou neutralisant les critiques avec ses forces de sécurité. Alors, ici, vous comprendrez que l'une des raisons qui pousse Kabila à ne plus, ou bien à ne pas faire un pas, à ne pas faire aucun signe qu'il peut abandonner, ou bien qu'il veut abandonner le pouvoir, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accusateurs maintenant. Beaucoup d'accusations sont en train de faire leur apparition chaque jour. Il y a beaucoup de documents maintenant qu'on est en train de produire régulièrement. Et c'est ce qui fait qu'on doute vraiment que Kabila va partir. Pourquoi? Parce que maintenant, il a le réflexe qui le pousse à se protéger lui-même, à protéger ses biens et à utiliser des tactiques maintenant pour neutraliser tous ceux qui le critiquent donc en utilisant ses forces de sécurité. Le paragraphe suivant continue. Un fonctionnaire du gouvernement congolais a dit qu'à de nombreuses reprises, il a reçu l'ordre de prendre des valises à roues remplies de billets de 100 $, totalisant plus de 7 millions de dollars, dans un bureau du ministre pour l'usage de l'État, selon ce qu'on lui a dit. Mais ces fonctionnaires, avec plusieurs autres, ont déclaré qu'il serait trop dangereux pour une autre personne de voler de façon flagrante, à part M. Kabila ou les membres de sa famille. Alors, chers frères congolais, vous comprenez que dans la République de Kabila,
Donc, il est très dangereux de voler. Mais on peut le faire si l'on est membre donc de la famille de Kabila ou bien Kabila lui-même. Et je continue la lecture. Donc les Panama Papers, ces documents confidentiels divulgués à partir d'un cabinet d'avocats au Panama, ont révélé que la sœur jumelle de M. Kabila, Janet, utilisant un nom différent, possédait une part indirecte dans le plus grand opérateur, donc dans la plus grande opération de téléphonie mobile du pays, et dans une compagnie enregistrée à Niue. Niue, c'est une petite île dans l'océan Pacifique, dans la plus grande partie du sud. Les dirigeants congolais actuels et anciens ont décrit des transactions commerciales très compliquées et suspectes, impliquant des partenaires étrangers, des co-entreprises et des concessions minières lucratives. Un de ces accords a récemment attiré l'attention du Bureau britannique de la lutte contre la fraude, qui enquête sur la vente des droits miniers par un géant israélien, ami de M. Kabila. En raison du manque de transparence de M. Kabila, le Fonds monétaire international a arrêté un programme de prêt de centaines de millions de dollars dont le Congo avait désespérément besoin. Alors, vous comprenez ici que toujours dans leurs transactions là-bas, donc la livraison des permis pour l'exploitation et la possession des mines au Congo, donc en complicité avec un sujet israélien, Kabila et sa clique ont demandé un prêt, c'est-à-dire auprès du Fonds monétaire international, qu'on leur donne de l'argent, donc des millions de dollars. Mais le Fonds monétaire international, en jetant son nez dans les affaires qui se faisaient au Congo, a senti l'odeur de la suspicion et n'a pas donné ces millions de dollars-là. Et on dit que Kabila et ses partenaires en avaient vraiment besoin. Il est clair que la famille Kabila a profité personnellement de l'exploitation des ressources naturelles et de la manipulation des banques et des entreprises publiques, a déclaré Sacha Lesnev, une gestionnaire de l'ENAF Project, qui est une organisation à but non lucratif qui a récemment examiné les milliers de pages de documents et a mené plus de 100 interviews sur la corruption au Congo démocratique. Et ici, c'est un autre paragraphe. On nous dit que il y a des gens qui disent que Kabila n'est pas voleur. Pas du tout. Il n'est pas voleur. Et je continue la lecture, on nous dit, au cours des 2 dernières décennies, les guerres du Congo au sujet des minéraux, de la politique, de l'ethnicité et de la terre ont tué des millions de personnes, déstabilisant un gros morceau du continent qu'est la République démocratique du Congo. Mais son histoire de gains mal acquis, donc de biens mal acquis, remonte bien plus loin. Mobutu Sese Seko, l'homme fort du Congo pendant la guerre froide, était l'un des voleurs les plus notoires d'Afrique, bien qu'il fût alors plus difficile d'échapper à la corruption. Donc, on nous dit, je reprends ici, j'ai fait une erreur, on nous dit, Mobutu Sese Seko, l'homme fort du Congo, pendant la guerre froide, était l'un des voleurs les plus notoires d'Afrique, bien qu'il fût alors plus facile d'échapper à la corruption. Donc comprenez ici, au temps de Mobutu, c'était plus facile de voler et d'échapper à la corruption. Mais Kabila, Joseph Kabila a la malchance donc, de diriger le Congo à cette période où l'informatique est à la portée de tout le monde. Donc, les gens ont des téléphones partout, des tablettes, dont les informations coulent, ça s'échange facilement. C'est ce qu'on a dit. Donc, toute personne qui a un téléphone dans sa main, un iPhone, est plus dangereux aujourd'hui parce qu'il peut être la source, la base
donc de divulgation de n'importe quelle information. Et je continue la lecture, on dit, aucun des documents qui ont émergé récemment, n'a la signature de M. Kabila sur eux, bien que les noms de ces aides de haut niveau et les entreprises des associés de M. Kabila soient partout. Donc vous comprenez ici, Kabila est très malin. Il travaille avec des gens qu'on appelle ces aides d'un niveau très haut. Ils ont créé des entreprises avec des associés, donc avec des documents qu'on doit signer normalement. Mais malin qu'il est, il s'est arrangé de façon que sa signature ne se trouve nulle part. Mais cela n'a pas empêché les enquêteurs à déchiffrer et à mettre au clair donc des sociétés écrans qu'il a déjà créées, lui, sa famille et les politiciens qui l'entourent. Et on continue ici, on nous dit, Lambert Mende, le principal porte-parole du gouvernement, a déclaré que M. Kabila n'était pas un voleur, pas du tout. Il n'a pas de compte en Europe ou aux États-Unis, a continué Mende, pour conclure, disant que Kabila n'a pas un seul appartement en dehors du Congo. Tout cela est une histoire. Alors, le paragraphe suivant nous dit, les documents les plus suspects qui ont émergé récemment incluent une série de virements bancaires vers différents comptes dans différentes banques, avec la mention qu'ils étaient des paiements anticipés d'impôts de la Gécamine, une société minière contrôlée par l'État en difficulté pour la Banque centrale congolaise. À compter de la fin de l'année dernière, les transferts révèlent des anomalies, comme des instructions selon lesquelles 8 millions de dollars seraient retirés du guichet en espèces au nom de la Banque centrale. Donc, vous comprenez que les choses sont terribles vraiment au Congo. Ça n'a aucun sens, a déclaré un ancien employé de la Banque centrale congolaise qui a parlé sur condition d'anonymat, disant qu'il pourrait être tué s'il était identifié. Cet employé, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne recevons pas d'argent auprès d'une banque commerciale. Nous importons notre propre trésorerie. Nous avons un service en Suisse qui le fait. Alors vous comprenez, avec une grande société comme la Gécamine. Donc il y a des gens qui vont donc, au guichet de la Banque centrale du Congo pour retirer l'argent liquide, plus de 8 millions de dollars. Or que la Gécamine ne fait pas ça. La Gécamine a sa trésorerie donc bien cachée. Et le travailleur ici de la banque a dit, la trésorerie de la Gécamine se trouve en Suisse. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'argent au Congo. Mais malheureusement, il y a eu des gens qui ont su donc soutirer l'argent du compte de la Gécamine à partir de Kinshasa, donc en créant des tactiques pour avoir l'argent liquide. Et je continue la lecture. Les analystes du Sentry, une branche d'investigation du projet INAF, ont déclaré que pendant la période de transfert de 95,7 millions de dollars de la Gécamine à la Banque centrale, les réserves de change de la Banque centrale ont chuté, passant d'1,47 milliard à 1,17 milliard de dollars, causant des problèmes pour l'économie congolaise. Dans le même temps, le gouvernement de M. Kabila a considérablement réduit les dépenses en soins de santé et les quelques services qu'il fournit. Donc, si vous comprenez que, à force de piller donc, les gens qui entrent dans les comptes donc bancaires qui appartiennent aux Congolais, à l'État congolais, quand ils pillent des milliards de dollars, donc ils causent l'inflation. Donc, ils font que beaucoup de programmes que le gouvernement avait mis en place quand on établit le budget
Donc beaucoup de ces programmes n'ont pas été faits, n'ont pas été réalisés. On se trouve devant un État qui ne sait pas payer ses fonctionnaires, qui ne sait pas réaliser des projets. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, au fil des temps, au fil des jours, connaissent déjà des tactiques pour soutirer l'argent qui est destiné à la réalisation donc des projets pour le pays. Je continue. Les analystes de Sentry, qui est une organisation privée pour surveiller donc la corruption dans le monde, ont dit qu'ils étaient curieux de savoir comment la Gécamine, une entreprise avec des problèmes de gestion interminables, aurait autant d'argent comptant à portée de main pour les paiements anticipés d'impôts lorsque les milliers d'employés n'avaient pas été payés pendant des mois. Des documents montrent que la Gécamine a perdu 82,9 millions de dollars en 2014 seulement. Les dirigeants de l'industrie minière ont dit que les entreprises plus grandes et plus rentables payent toujours moins d'impôts anticipés. Alors vous comprenez ici, donc les gens de Kabila, quand ils volent l'argent, ils transfèrent, donc ils bougent ça pour mettre ça dans d'autres comptes à l'étranger. Il y a des gens qui leur posent des questions. Et qu'est-ce qu'ils disent comme défense? Que c'est l'argent des entreprises telles que la Gécamine. C'est-à-dire la Gécamine paye des impôts à temps, en avance. Or, c'est très faux. La Gécamine a des problèmes de production. La Gécamine a des problèmes de paiement de ses travailleurs. Comment une entreprise, une société qui a des problèmes financiers peut payer les impôts en avance? Ça n'a pas de sens. C'est ici on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre et volatiles au Congo démocratique. Je continue. Apparemment, certaines sommes d'argent volées au Congo ont peut-être parcouru le système financier américain, selon les analystes de Sentry. Et ils demandent au département du Trésor des États-Unis de prendre des mesures plus strictes pour combattre les transactions suspectes du Congo. La semaine dernière, le département du Trésor a sanctionné deux responsables congolais proches de M. Kabila, en la personne de M. Kalev Mutonde et M. Evariste Boshab, qui sont donc spécialement, M. Kalev, vous le connaissez vous tous, c'est le chef de l'ANR, donc l'agence de renseignement qui est là donc pour terroriser les Congolais. Et M. Evariste Boshab, qui est le ministre de l'Intérieur, qui aussi joue une très grande part dans donc, des exercices qui consistent à malmener le peuple congolais. Et le New York Times nous dit que ces deux messieurs, ces deux fonctionnaires sont là pour mettre un frein à la démocratie au Congo démocratique. Dans toute l'Afrique, les limites de mandat établies il y a des années, quand la marque de la démocratie était plus forte, ont été systématiquement démantelées, parfois avec des conséquences désastreuses. Le Burundi a explosé l'an dernier lorsque son président, Pierre Nkurunziza, a poursuivi son plan de rester au pouvoir pour un troisième mandat controversé. En octobre, les aides de M. Kabila ont conclu un accord avec quelques groupes d'opposition de second rang afin de retarder la prochaine élection présidentielle jusqu'en 2018. L'élection étant censée avoir lieu cette année. Mais les principaux groupes d'opposition congolais, représentant des dizaines de millions de personnes frustrées, ont rejeté cet accord. Les dirigeants de l'opposition ont déclaré qu'ils n'accepteraient jamais la présence de M. Kabila à la tête du pays au-delà du 19 décembre 2016. L'opposition politique du Congo, contrairement à celle du Burundi, n'est pas fortement armée. La plupart des analystes disent qu'il serait plus difficile de renverser M. Kabila. Les forces de sécurité sont toujours fidèles à lui, en partie
parce qu'il a veillé à ce que les soldats et les officiers de renseignement aient été relativement bien payés, peu importe les difficultés que connaît l'économie nationale. Donc ici, vous comprenez que Kabila s'est arrangé pour payer ses forces de sécurité, bien que les autres militaires, les autres secteurs donc, de la vie publique ont des carences, n'ont pas d'argent pour avoir des salaires, par exemple. Mais Kabila s'est arrangé à prendre soin convenablement de ses forces de sécurité. Je continue. Lors d'une réunion récente avec des délégués du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Kabila est demeuré très méfiant. Selon un rapport confidentiel des Nations Unies, il a déclaré que c'était le droit souverain du peuple congolais de décider au cours des 3 prochaines années de modifier la Constitution. Ce qui impliquait qu'il pourrait envisager une autre course à la présidence. Et M. Stern, l'un des analystes du Congo les plus connus, soutient que M. Kabila ne sait pas comment sortir du coin où il s'est mis. Donc vous comprenez, Kabila, dans ses manœuvres, croyait dribbler le peuple congolais, mais il s'est dribblé lui-même. Il croyait piéger les opposants et le peuple congolais, mais jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il s'est piégé maintenant lui-même. Et M. Stern a continué, déclarant ceci. C'est ce qui rend cette affaire difficile et volatile. Donc l'affaire qu'on a aujourd'hui en République démocratique du Congo, cette affaire créée par Joseph Kabila est tellement difficile et volatile. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose fixe. Ça peut changer de visage et ça continue à changer de visage n'importe quand, n'importe comment. Et Stern a conclu, disant ceci. Ma meilleure supposition, c'est que nous allons entrer dans la tourmente pendant plusieurs années à venir. Fin de l'article. Donc, chers frères et sœurs congolais, comprenez que le Congo démocratique va entrer dans une période de la tourmente, je veux dire, due au comportement donc du président Kabila, sa famille et les politiciens qui l'entourent. Donc, après avoir lu cet article qui a été posté dans le journal New York Times, alors nous pouvons comprendre ensemble, chers frères et sœurs congolais et chers amis du Congo, que la tâche est tellement difficile. Mais avec un peu de volonté, un peu de connaissance, un peu de patriotisme, le peuple congolais peut s'élever et avoir le dernier mot. Alors, comprenez pourquoi Kabila, après avoir créé donc ce labyrinthe, tout ce cafouillage, a trouvé bon de convoquer un dialogue. Et le dialogue en question, vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. On ne fait que aller de complication en complication. Donc, de bizarrerie en bizarrerie. Et c'est clair, aucune solution ne viendrait. Pourquoi? Parce que Kabila a peur. Il est en train de craindre pour sa propre sécurité, la sécurité de sa famille, pour sa richesse et surtout pour sa vie. Donc c'est à vous, peuple congolais, de méditer
de juger et de vous décider à prendre la destinée de votre pays dans votre main. Sur ce, je vous remercie. N'oublions jamais de ne jamais trahir le Congo démocratique. Au revoir. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas.